et une fois encore à désactiver les micros. Les gens continuent de se connecter, donc c'est une bonne nouvelle. Je vais vous présenter un petit peu la société Loast, hein, puisque vous le savez, Loast a depuis 25 ans inventé les chaux à haute surface spécifique, les chaux Sorbacal SP et Sorbacal SPS, qu'on appelait à l'époque Spongiacal, hein, pour les plus anciens. Nous commercialisons aujourd'hui dans le monde entier des chaux pour le traitement des fumées et la captation des acides en incinération, quelle que soit la géographie, quel que soit le procédé et quelle que soit la température de traitement. Et cela fait 18 ans que l'Ouast travaille sur la captation des dioxines furanes, des micropolluants en général et du mercure, avec toujours la volonté de trouver un réactif qui combine les avantages des réactifs minéraux avec une efficacité à la hauteur des enjeux qui sont formalisés par la réglementation. Et c'est pourquoi j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour 1 heure de webinaire au sujet de la captation des micropolluants, dioxine, furane et mercure, à l'occasion du lancement de notre gamme de réactifs Sorbacal Micro spécialement conçus pour capter ce type de polluants. Vous pouvez bien sûr poser vos questions sur le chat du webinaire et nous aurons certainement le temps de répondre à certaines d'entre elles. Si malheureusement nous n'avions pas le temps de répondre à toutes, soyez certains que nous reviendrons vers vous de façon individuelle pour pouvoir vous apporter les réponses et qu'aucune question ne reste sans réponse. Durant ce webinaire, nous aborderons la problématique générale des micropolluants en unité de valorisation énergétique, la gamme Sorbacal Micro, ses performances en laboratoire, mais également ses performances à l'échelle industrielle, et également sa mise en œuvre. Avant d'entrer plus dans le détail de la gamme et du réactif, considérons d'abord la problématique générale avec M. Jean-Pierre Huette, président de Valonergie, qui a participé activement aux travaux du SVDU sur le sujet et qui, à la veille de son départ en retraite, nous fait l'amitié de se joindre à nous pour entrer dans le cœur du sujet micropolluants et mercure en particulier, leur forme dans les déchets, leur comportement en unité de valorisation énergétique. Jean-Pierre, c'est à vous. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais vous présenter donc le sujet, mon retour d'expérience acquis sur... Attendez, je fais plein écran. Voilà. Donc bonjour, je vais vous faire part de le retour d'expérience acquis avec le SVDU sur les 4 usines d'incinération d'ordures ménagères en France, étude qui portait sur les tests d'analyseurs en continu de mercure disponibles sur le marché et sur les tests de captation de certains réactifs. Donc, les grands thèmes qu'on va aborder, c'est ceux que vous venez d'entendre. Le mercure dans les déchets, pardon. Les différentes formes de mercure aussi en incinération. Le comportement de la chaîne, le comportement des différentes formes de mercure le long de la chaîne de traitement, le profil des émissions qu'on trouve en amont et en aval du traitement de fumée, et enfin l'impact du process, les grandes lignes de notre retour d'expérience. Sur le mercure dans les déchets, sans grande surprise, c'est bien dans les plastiques et les composites que nous trouvons le plus de mercure. 2 points quand même très importants. Il faut remarquer qu'entre 1993 et 2007, le taux de mercure dans les déchets a été divisé par 3. Donc, c'est certainement le résultat de la collecte sélective et de l'interdiction de l'emploi du mercure dans certains produits. Et un point très important, enfin 2 points très importants, l'un qu'on a constaté pendant l'étude ESEVA, c'est l'impact fort des DASRI sur les unités qui font de la co-incinération de déchets hospitaliers à risque infectieux. Clairement, vous avez un impact très fort en sortie chaudière, donc en amont de vos traitements de fumée, on va dire, dans un rapport au moins de 3 à 4, voire beaucoup plus. Et aussi, il se dit, mais on n'a pas pu malheureusement le constater sur les sites parce qu'on n'a pas été placé dans ce cas-là,
l'impact de la co-incinération des bouts de steppe, même des bouts de steppe de stations urbaines. Ces deux cas-là sont à prendre avec beaucoup de sérieux et de précaution, si vous êtes dans ce cas-là, avant d'étudier la place de votre réactif dans le traitement des fumées. L'évolution de la réglementation française, c'est vraiment le point le plus important et qui va dicter la conduite des exploitants, des collectivités, des bureaux d'études, c'est déjà maintenant les prochaines années. Sur les dioxines, on n'a pas de grands changements. On a toujours des mesures en semi-continu et des contrôles au moins 2 fois par an. Et on a des moyennes mesurées sur la période d'échantillonnage, aujourd'hui de 50 microgrammes, de 0,1 nanogrammes, qui passeront, alors selon que vous soyez en usine existante ou en usine nouvelle, à 0,08 ou 0,06 nanogrammes. Donc sur les dioxines, pas de grands changements. Sur le mercure, là, c'est des changements fondamentaux, puisque de mesures ponctuelles et d'une valeur mesurée pendant cette période d'échantillonnage de 50 microgrammes, là, vous allez passer à 20 microgrammes, donc une VLE largement réduite pour les usines existantes et pour les usines nouvelles. Mesure qui doit être faite en ce qu'on appelle les Normal Operating Conditions, donc en conditions normales de fonctionnement, un point très important. On ne peut pas développer aujourd'hui tout ce qui est NOC et hot NOC, mais il faut savoir que c'est certainement un point aussi très important à prendre pour les exploitants pour demain faire les mesures dans les bonnes conditions, dans les conditions indiquées dans la réglementation. Dans certains cas, les DREAL pourront vous imposer des moyennes demi-heure. Et dans ce cas-là, sur les usines existantes, elles seront de 40 microgrammes ou de 35 sur les usines nouvelles. Ça, c'est un point important. Comme on le verra tout à l'heure, ça peut être décisif sur la conduite de l'installation et le choix du réactif. L'intervalle de confiance, qu'on appelle IC95, 40%, c'est une valeur qu'on connaissait déjà sur d'autres polluants. Ce qui veut dire que si vous êtes à 30, si vous mesurez 30, vous enlevez 12 et vous arrivez à 18, donc vous êtes conforme à la réglementation. Ce point-là est à prendre avec précaution, puisqu'on a vu certains DREAL demander les valeurs brutes, si vous voulez, à 11% d'O2 et sur gaz sec, évidemment, mais avant et après la soustraction de l'intervalle de confiance. Sur l'indisponibilité du matériel de mesure aussi, donc sur vos analyseurs, là on parle des analyseurs en cheminée, hein, pas des analyseurs amont, les seuls qui sont sur lesquels la réglementation s'applique. Donc vous aurez une indisponibilité inférieure à 500 heures par an et ce qu'on appelle le hot NOC, toutes les phases de fonctionnement hors fonctionnement normal, donc inférieures à 250 heures. Rentreront là-dedans, bien sûr, les phases d'arrêt-démarrage. Donc ça aussi, ça va prendre en compte dans la conduite et dans la planification de l'exploitation de vos usines. Sur les différentes formes de mercure, un point théorique très important. En gros, vous voyez que dans votre chaudière, au niveau du four et du premier parcours, là où vous serez supérieur à 600 degrés, vous serez en mercure métallique, c'est-à-dire le Ag0, alors que dans les parcours suivants, et bien sûr, à la sortie de votre chaudière et avant le traitement du fumée, vous allez passer en Ag ionique. Le Ag ionique, c'est le Ag2+, qui est obtenu avec le HgCl2. Combinaison des chlorures et du mercure dans votre chaudière. Et il faut savoir que la grande différence entre les deux mercures, c'est que le mercure ionique est beaucoup plus captable par les matières carbonées que le mercure métallique. Et heureusement, puisqu'on verra après qu'on a quand même du mal à capter le mercure métallique. Les paramètres influents donc sur le passage de l'un à l'autre, comme on l'a vu et comme on le voit sur la courbe, c'est la température et bien sûr le taux d'oxygène que vous allez voir dans votre chaudière.
c'est le chlorure d'hydrogène et ce sont les dioxydes de soufre. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, dans votre chaudière, passage d'un mercure métallique à un mercure ionique. Alors ça, quand on transpose ça à un schéma de centre de valorisation énergétique qui brûle des OM et qui a un filtre à manche, on va dire que globalement, dans ce que j'appelle filtre à manche, il y a tout traitement de fumée, quel que soit ce traitement de fumée. Alors déjà, on voit qu'en amont, vous serez entre 75% et 95% d'HG ionique, et en aval, vous serez à 99% d'HG ionique. Vous n'aurez quasiment que du HG ionique à la sortie. Ça tombe bien, puisque le HG métallique a beaucoup de mal à être capté. Le peu qui sera sorti en sortie chaudière sera capté sur le gâteau par les matières carbonées. Un point qu'il faut quand même noter, c'est que vous allez mesurer avec vos analyseurs du mercure gazeux, donc la somme du mercure ionique et du mercure métallique, même si métallique est très faible, alors que le bureau de contrôle, lui, va mesurer le gazeux et le particulaire. Le particulaire, là aussi, vous allez me dire, mais c'est pas comparable. Si, c'est comparable, parce que le particulaire aura été capté quasiment en totalité par le filtre à manche. Donc la partie de particulaire que vous avez en cheminée est très très faible. Les températures, les expériences de ESEVA et une autre campagne d'expérience qui a été faite lors de l'étude Mimosa montrent que la température idéale à l'entrée du filtre à manche se trouve aux alentours de 195 degrés. Ce qui a été démontré aussi, c'est qu'une élévation de 5 degrés, c'est-à-dire que si vous passez à 200, 205, 210, vous aurez une influence sur la captation et bien sûr une captation à la baisse de votre absorbant. Donc un niveau de température faible à l'entrée du filtre à manche renforcera votre certitude d'avoir des valeurs faibles en cheminée. Un deuxième point, j'ai mis entre la SCR et la cheminée, j'ai écrit attention. Là aussi, on pourrait en parler longtemps. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Deux cas, soit vous avez une SCR froide, soit vous avez une SCR chaude. Si vous avez une SCR froide, vous aurez certainement dans ce cas-là un brûleur ou un système de réchauffage ponctuel des fumées avec, on n'a pas pu le constater dans l'étude ESEVA, mais ce qui se dit et ce qui chimiquement est cohérent, des bouffées possibles de mercure lors de la régénération. Si vous augmentez la température, vous risquez de déstocker du mercure qui aurait été capté dans la SCR et stocké dans la SCR. Et avec une réaction de HCl, vous pourrez avoir des bouffées de mercure en cheminée. Si vous avez une SCR chaude, et on a eu le cas dans ESEVA, donc sans régénération, ce qu'on a constaté, c'est un constat, on n'a pas pu tout expliquer malheureusement, la SCR joue, et c'est indéniable, un rôle de stockage de mercure. Le problème, enfin la question qui reste encore, c'est que, ok, elle capte du mercure, mais est-ce que ce mercure-là va être relargué à un certain moment? Nous n'avons pas pu le mettre en évidence, donc ça reste un point à prendre avec beaucoup de précaution. S'il y a déstockage de mercure, il pourrait y avoir donc relargage du mercure. Et dans quelles conditions? Nous, clairement, on n'a pas été capable de le mettre en évidence. On peut penser qu'il y aura relargage, mais dans quelles conditions? On n'a pas pu le mettre en évidence, et là, il faudra parler de vraies certitudes. Je vous ai mis à côté la liste des analyseurs utilisés lors de l'étude ESEVA. J'ai rajouté aussi celui qui était non testé, mais disponible sur le marché, et un nouveau produit qui devrait être commercialisé cet été par Envea, mais que nous n'avons pas pu donc tester lors de cette étude, qui a quand même duré un peu plus de 2 ans. Sur les courbes, les profils des émissions. Alors la courbe en bleu, vous avez un pic sortie chaudière, relatif donc à l'échelle de gauche. La courbe marron, elle, est la courbe sortie filtre à manche relative à l'échelle de droite. Donc vous voyez que vous passez en gros de 2700 à 35-37 microgrammes. Donc vous allez dire, mais c'est parfait, tout s'est bien passé.
Ce qu'il faut regarder, c'est la forme des courbes. En amont, vous avez réellement la forme d'un pic, avec une élévation très brutale et une baisse extrêmement brutale, alors qu'en aval, de la sortie de vos filtres à manche, oui, vous avez une augmentation assez rapide, mais vous avez une baisse beaucoup plus lente. Ce point-là est très important à prendre en compte, puisqu'il va influencer bien sûr votre moyenne journalière, hein, les 20 microgrammes. Il va aussi influencer, si vous avez une contrainte sur les moyennes semi-horaires, là, va aussi influencer la moyenne semi-horaire. Dans ce cas-là, effectivement, vous êtes en dessous, mais si vous avez des pics plus élevés et des descentes plus lentes encore, ça peut vous contraindre à travailler sur la régulation, on verra ça tout à l'heure, mais c'est un point très important. L'effet voile de marée, vous l'avez lors d'un pic important en amont, mais vous pouvez l'avoir, et on l'a constaté, lors d'une succession de pics en amont, de petits pics, mais qui auraient tendance à saturer votre filtre à manche. Et donc, lui, après, il aurait du mal à faire tout son travail et il lui faudrait du temps pour retrouver une valeur très basse à l'émission. Donc, pic très élevé ou succession de petits pics en amont peuvent entraîner une saturation du filtre à manche et dans ce cas-là, un effet voile de marée assez important. Pour illustrer ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effet température. Alors déjà, vous allez dire, mais il a choisi exprès une courbe hachée, comment ça se fait? Je ne l'ai pas choisi exprès, mais je peux quand même, enfin, je l'ai mise parce que il faut vous montrer que les mesures parfois s'éloignent de la théorie où tout est beau et on explique tout du premier coup. On a eu du mal à expliquer cette courbe hachée en sortie filtre à manche, même en cheminée, enfin ça revient au même. La courbe bleue et la courbe rouge, la différence c'est qu'il y en a un sur gaz brut et l'autre sur gaz sec, donc c'est que le taux d'oxygène. La courbe verte, c'est la courbe de température entrée filtre à manche. Donc on voit très bien que quand la température baisse, c'est très favorable à aussi la baisse du mercure en cheminée. Ça, c'est très important. Donc concrètement, l'effet de température entrée filtre à manche est un point sur lequel il faut travailler. Un point sur lequel vous pourrez travailler aussi, bien sûr, c'est la quantité d'absorbants injectés. Là, on a fait un test en augmentant de 50% la quantité injectée. On a diminué par 3 les flux de mercure en cheminée. C'est un cas particulier, vous n'avez pas toujours ces ratios-là. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, de ce graphe, de la figure numéro 5, c'est que quand vous augmentez le débit de votre absorbant, et ce, quel que soit l'absorbant, vous aurez une diminution du mercure en cheminée. Pour vous illustrer ce constat, voilà les résultats qu'on a eus sur un site en utilisant 2 réactifs, donc ce qu'on appelle maintenant, et ça nous a changé un petit peu nos habitudes, la Sorbacal Micro 5099 et la 9377. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a un qui contient 25% de charbon actif et l'autre 10% de charbon actif. Et ce, quel que soit le débit injecté, vous avez une meilleure performance, c'est très net, avec la Sorbacal qui contient le plus de charbon actif. Là, je vous donne le résultat de deux absorbants. On peut le généraliser à tout ce qu'on a testé. Plus vous avez du charbon actif dans votre absorbant, et meilleure sera sa capacité d'absorption. Sur les débits, on s'est, j'allais dire amusé, mais c'était quand même l'objectif, tester plusieurs débits, et on voit, alors c'est les résultats, quand même que entre 0,3 et 0,6 sur la 5099, vous passez de, je sais pas, une moyenne de 75 à 85% d'abattement. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors qu'avec 10%, vous voyez, vous êtes au maximum à 60%, vous n'arriverez jamais à avoir un résultat aussi favorable qu'avec le 5099. Alors pour terminer, l'impact du process, ce qu'il faut retenir, comme je vous l'ai dit, le niveau de température, hyper important. Les variations, la sensibilité de cette variation de température
sur votre capacité d'absorption, elle est assez impressionnante, mais on n'aurait pas pensé que c'était si fluctuant que ça. Les travails des exploitants à travailler sur le filtre à manche, sur sa perte de charge, donc l'épaisseur du gâteau. Là, il y a du travail à faire, il y a de l'optimisation à chercher. Vérifier aussi, bien sûr, là on parle mercure. C'est quand même bien de suivre aussi en parallèle ce qui se passe sur les dioxines. Sur la SCR en queue de ligne, donc en fin de ligne de traitement, là, je l'ai mis en italique parce que j'ai mis à confirmer. Nous, on n'a pas pu le constater, mais c'est ce qui se dit dans le milieu et on peut tout à fait le croire. C'est en cas de régénération, alors il y a un risque de bouffée de mercure à l'émission, ça c'est très clair. Et sur une ligne avec une SCR chaude, on a constaté que cet équipement stocke du mercure et donc il y a un risque de déstockage qu'on n'a pas pu mettre en évidence à quel moment il se passait, mais c'est quelque chose qui doit être bien suivi. Sur l'absorbant, comme on a vu, c'est la teneur en charbon actif, c'est un point très important. Alors vous en noterez qu'on a utilisé quasiment que des réactifs argileux. Pourquoi? Parce que sur les sites qu'on a été, il n'y avait pas de site qui utilisait 100% de charbon actif brut. Et tester sur un site du charbon actif sur un site qui emploie un réactif argileux, ça faisait faire des zones ATEX et tout très compliqué et on n'a pas pu le faire. Le sujet de l'absorbant, et c'est seulement le sujet sur lequel il faudra travailler, c'est la régulation. Comment je dois injecter mon absorbant, sur quelle valeur est-ce que je mets un analyseur amont, est-ce que je me fixe uniquement sur l'aval? Ça, c'est des vraies réflexions. Est-ce que je fais des paliers, combien de paliers? Attention à pas couper trop brutalement l'injection d'absorbant parce que, comme on a vu, effet voile de marée, en aval, et là, un risque de dépassement des VLE. Et puis, regarder sa cohérence avec le traitement des dioxines. Sur les déchets, ce qu'il faut retenir, ce qu'on a vu quand même, c'est l'effet de la coincinération des dasseries. Et là, ça implique certainement, et sans aucun doute, une réflexion bien spécifique à ce cas de fonctionnement. Je ne parle pas des bouts de station d'épuration, mais c'est probable que ce soit rapproché aux dasseries. Et enfin, tout exploitant cherchera à identifier les sources de déchets chargés en mercure. Oui, je l'ai écrit, en l'écrivant, je me suis dit, ouais, d'accord, et si je me rappelle ma vie d'exploitant, c'est quand même pas facile. C'est même très difficile, mais c'est quand même bon de savoir un peu ce qui se passe au niveau de la collecte et des déchets qui vous arrivent, de manière à répercuter éventuellement un peu les désagréments divers aux fournisseurs. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire en laps de temps. Vous en apprendrez beaucoup plus en lisant le rapport SVDU, qui devrait sortir bientôt, mais qui est aujourd'hui en relecture à l'ADEME, sachant que l'ADEME a financé aussi cette campagne d'essai qui a été faite sous l'égide de la FEDEN. Donc, pour tout renseignement, pour toute information complémentaire, lisez, je ne sais pas que j'en fais une publicité, mais sincèrement, il y a eu un gros travail de fait et il y a beaucoup de choses à apprendre sur le comportement du mercure et sur les analyseurs dans le milieu de la coincinération de déchets ménagers. Voilà. Jérôme, tu es en mute. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette présentation qui est passionnante et qui a tenté de balayer aussi dans le temps imparti ce très vaste sujet. Amandine, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Nous n'avons pas de questions pour le chat, donc Monsieur Huet a été parfaitement clair. Extrêmement clair, très bien. Bon, bah, très bien. Merci. Alors, cette problématique, hein, comme vous l'avez rappelé, elle comporte plusieurs challenges. Des challenges qui sont de la technologie, puisque des challenges qui sont des paramètres de process et des challenges qui sont des contraintes opérationnelles.
Dans la technologie, les technologies traditionnellement utilisées pour faire de la captation de micropolluants, ce sont les charbons actifs et les coques de lignite. Et on a également des réactifs argileux. On a aussi quelques procédés spécifiques qui sont des dédioxes avec des manches catalytiques, et puis des injections en amont d'halogènes ou de composés soufrés. Pour ce qui concerne les paramètres clés, Jean-Pierre l'a rappelé, hein, la spéciation du mercure, la température qui est un paramètre extrêmement clé, la bonne dispersion également hein, du réactif à l'intérieur de la gaine pour permettre une bonne rencontre entre un réactif solide et puis un flux de gaz, et le temps de séjour du réactif à l'intérieur du système. Mais également des contraintes opérationnelles et qui sont des contraintes dues aux installations ATEX et également à la propreté, et ça les équipes de maintenance le savent très bien, avec des réactifs traditionnels qui présentent un risque d'ignition accru au-delà de 180 degrés. Alors je voulais vous présenter la gamme Sorbacal Micro. Cette gamme, qu'est-elle? Cette gamme, c'est une solution non ATEX pour le traitement des micropolluants. L'Oast, en l'an 2000, a développé la Sorbacal Micro 4099. C'est un minéral argileux qui est particulièrement efficace pour la captation des dioxines et des furanes. Et puis, avec une réglementation de plus en plus intense sur la captation du mercure, nous avons développé en 2018 la Sorbacal Micro 5099, qui est additivée de 50% de charbon actif. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, en incinération, le mercure se présente majoritairement sous sa forme ionique et le charbon actif permet d'aller capter ce mercure. Mais dans certaines industries où on va avoir une présence plus importante de mercure métallique, on va avoir besoin de faire évoluer ce réactif encore. Et c'est pour cette raison qu'en 2021, nous lançons le Sorbacal Micro 8099 qui est lui additivé de charbon actif bromé pour permettre l'oxydation du mercure et sa captation dans le réactif. Et c'est ainsi que nous sommes assez fiers de vous présenter notre gamme de Sorbacal Micro, une gamme de réactifs qui vous permettra de capter les micropolluants dioxine, furane et mercure de façon économique, puisque vous n'aurez plus besoin d'utiliser une installation ATEX, et également en sécurité, puisqu'on limite énormément les risques d'ignition, de façon efficace, de façon naturelle, puisque nous utilisons des réactifs minéraux, de façon fiable, puisque nous avons notre usine de production en France, et de façon innovante également. Alors, David Saturnino, qui est ingénieur recherche et développement et qui travaille au Business Innovation Center en Belgique, spécialisé en traitement des fumées, va maintenant nous présenter les résultats laboratoires qui ont été effectués sur ces réactifs. Merci Jérôme pour l'introduction. Est-ce que mes slides sont bien visibles à l'écran? Oui, tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, mon objectif est de vous montrer un aperçu des résultats de laboratoire obtenus en captation de micropolluants avec les Sorbacal Micro. Les objectifs aujourd'hui, ce sera de vous montrer les capacités techniques uniques que nous avons développées afin d'optimiser des formulations selon les différents besoins du marché. Et ceci au laboratoire, bien sûr, avec l'avantage de le faire en conditions opératoires contrôlées et avec une valeur ajoutée pour le client de cette façon-ci. Nous sommes capables aussi de faire un benchmark avec des solutions alternatives, comme par exemple le coke de lignite ou du charbon actif bromé, et ceci en conditions représentatives de différentes applications, comme les centrales au charbon, les incinérateurs de déchets comme c'est l'objet d'aujourd'hui, des fours à arc électrique, entre autres possibilités. Et puis en termes de spéciation de mercure, nous pouvons le simuler sous forme métallique et ionique, et aussi pour la partie dioxine, furane, différentes concentrations selon les différentes applications, et aussi liées au niveau de SO2 et HCl dans les fumées. Et de ces études, nous pouvons aussi distinguer différentes formulations à l'issue des résultats obtenus. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer les bancs d'essai. Ceci, le banc d'essai Mercure, unique et développé au centre R&D de l'Ouest.
Dans cette installation, nous utilisons un absorbant en lit fixe avec une quantité et spéciation contrôlée de mercure, une température et une composition du gaz contrôlée également avec présence de vapeur d'eau, SO2, HCl, oxygène, des compositions représentatives d'une vraie fumée trouvée en industrie. Et la stratégie ici est de faire un suivi continu de la concentration de mercure injectée en calculant par le biais d'une courbe de Persée la captation de mercure à un temps donné. Et si je vous montre le détail de cette approche, tout au départ du test, nous avons le lit fixe court-circuité, donc nous avons la concentration en mercure aval égale à amont. Lors du début du test, nous envoyons le gaz contenant du mercure vers le lit fixe. Donc, tout au départ, il y a une forte rétention de mercure dans notre produit. Et ensuite, nous avons une évolution de la concentration de mercure, ici distinguée par métallique ionique et sa somme, la concentration totale de mercure. Et nous pouvons intégrer la surface de cette courbe de Persée afin de déterminer la quantité de mercure captée au bout d'un temps défini, ici un temps de séjour partiel. Et quand le gaz passe par le lit fixe et que la concentration en aval est égale à la concentration en amont, nous considérons que le réactif est alors saturé et par l'intégration de toute cette surface, nous avons accès à la capacité totale d'un produit donné pour la captation du mercure. J'aimerais aussi vous montrer le banc d'essai que nous avons développé plus récemment pour la simulation de captation de dioxine. C'est très similaire à celui appliqué pour le mercure avec un absorbant en lit fixe. Cependant, les dioxines, elles sont trop toxiques pour être manipulées au laboratoire. Et du coup, nous faisons une simulation avec des molécules modèles organiques. De même, la quantité, la température et la composition du gaz sont contrôlées au laboratoire en présence de vapeur d'eau et une concentration donnée de molécules organiques. Et nous faisons, en suivant la même approche, un suivi de la concentration de cette molécule par le biais d'une courbe de Persée. En termes de mécanismes mis en jeu pour la captation de micropolluants, nous avons pour les organiques, dioxine, furane, PCB, PAH, un mécanisme d'absorption physique sur les produits, où une haute surface spécifique, une porosité adaptée et une composition et structure adaptée jouent un rôle majeur. Et en ce qui concerne le mercure, nous avons pour les deux spéciations ioniques et métalliques, l'oxydation du mercure métallique en ionique, de l'absorption physique et aussi de la chimisorption en suivant une association des espèces ioniques à des espèces sulfures présentes à la surface d'un produit, par exemple. Et si je vous montre les trois étapes très simplifiées d'absorption de ces micropolluants à la surface d'un produit sec, nous avons donc dans un premier temps la diffusion des micropolluants vers la surface du produit, la migration de ces molécules vers les pores de l'absorbant, et ensuite l'accumulation de ces molécules à la surface jusqu'à saturation. Concernant la captation de mercure mesurée au laboratoire avec le produit Sorbacal Micro 5099, qui est le produit pour le traitement de micropolluants en valorisation énergétique, nous avons ici l'impact de la température et du temps de séjour sur sa performance de captation de mercure ionique. Nous voyons ici, dans le graphe à droite, différentes barres à différentes températures de 140 à 200 degrés Celsius, et aussi considérant la saturation du sorbant, et ensuite un temps de résidence de plus en plus court, de 45 minutes à 10 minutes. Nous voyons que la température de filtration impacte nettement la capacité totale d'absorption du réactif quand nous regardons la capacité totale à saturation, mais pour un temps de résidence donné, donc lorsque le réactif n'est pas saturé, si la quantité captée elle est inférieure à la capacité totale, dans ce cas-là, l'impact de la température est de plus en plus faible si nous allons vers un temps de séjour plus faible aussi. Et si la température elle est plus élevée, nous voyons que plus vite la saturation elle est atteinte, parce que les barres se ressemblent selon les différentes températures. Donc plus le temps de séjour est court, moindre est l'impact de la température.
Et il faut aussi préciser ici que, en règle générale, le temps de séjour en application industrielle ne dépasse jamais les 30 minutes en filtre à manche en application. Ce qui fait le lien avec le résultat suivant, où nous avons comparé ce même produit pour un temps de séjour de 30 minutes, la Sorbacal Micro 5099, à des références carbone, coque d'une unité charbon actif, où nous voyons que sa performance, sa captation de mercure ionique est très similaire à ces deux produits, avec la grande valeur ajoutée de l'absence de classification ATEC pour l'application du produit Sorbacal Micro. Et je voudrais aussi préciser que ces valeurs de captation en microgrammes par gramme d'adsorbant sont tout à fait alignées avec des valeurs de captation, avec la valeur de captation observée en essai industriel, dont nous allons parler plus loin dans ce webinaire également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Est-ce que nous avons des questions sur le chat pour David? Alors, j'ai une question, pardon, pour Monsieur Huette. C'est une question qui arrive un peu plus tard que la présentation de Jean-Pierre, concernant l'investissement nécessaire pour l'achat d'un analyseur Mercure et les frais de maintenance. Alors, c'est une bonne question. J'y répondrai avec énormément de prudence. L'investissement aujourd'hui, la question c'est combien coûte un analyseur Mercure en cheminée? C'est ça. Exactement, exactement. Donc, l'analyseur installé, je pense aujourd'hui, il y en a pour un peu plus de 100 000 euros. La maintenance, je ne peux pas répondre puisqu'il y a déjà des sites qui ont des contrats de maintenance d'analyseurs et il suffit, entre guillemets, d'intégrer l'analyseur de mercure dans ce package de maintenance. Avant de contractualiser, je pense qu'il est important de prendre beaucoup de précautions quand même sur la maintenance et des visites assez régulières de l'appareil, même si on a l'impression que tout va bien. Nous, on a quand même eu beaucoup de surprises, des surprises désagréables, sur le comportement des analyseurs en cheminée. Ils sont quand même sensibles à de l'encrassement. Vous faites un bypass, enfin nous, on a le cas précis, un bypass de filtre à manche qui a encrassé notre analyseur. Donc il y a des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Sur le surcoût de la maintenance dans un contrat d'exploitation, ça je ne peux pas vous le donner et je vous donnerai certainement des bêtises, des erreurs, même en ordre de grandeur, je ne peux pas vous le dire, sachant que le coût d'investissement, à mon avis, enfin le coût d'investissement avec le montage, hein, c'est-à-dire pas un appareil dans une boîte, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ce qui compte, c'est notre appareil une fois installé et une fois réceptionné, ce qui est aussi très important. Un analyseur doit être réceptionné pour s'assurer du bon fonctionnement. Je pense qu'on atteint aujourd'hui assez facilement les 100 000 euros. Merci Jean-Pierre. J'ai une petite question pour David. Je pense que tu l'as dit lors de ta présentation, mais à quelle température as-tu comparé la captation coque de lignite, charbon actif et Sorbacal Micro 5099? La comparaison a été faite à 180 degrés Celsius dans ce cas-là. Merci beaucoup, David. Jérôme, tu es en mute. Merci beaucoup. On va passer du laboratoire à l'usine maintenant, puisque ce réactif, il faut savoir aussi le stocker, il faut savoir le doser, il faut savoir le transporter jusqu'au filtre à manche. La société Sodimat a développé une solide expérience en la matière et Jamel Idwelwina, qui est responsable commercial pour Sodimat France, a accepté de venir partager avec nous aujourd'hui quelques bonnes pratiques et quelques solutions. Merci Jérôme, merci Jérôme. Le meilleur pour la fin, on va dire. Écoutez, donc Sodimat, pour ceux qui nous connaissent, hein, j'ai vu pas mal de clients qui s'étaient connectés, donc nombreux ceux qui nous connaissent. On commercialise des équipements d'extraction et de dosage de Sorbacal Micro, hein, entre autres depuis maintenant plus de 40 ans.
Donc, je vais vous présenter les installations dans un premier temps en Big Bag. Donc, en fait, comment extraire et doser en fait, du sorbate micro à partir de Big Bag. Et ensuite, on partira sur les solutions sous silo. Voilà. Donc, hop, je vais... Donc, dans une installation classique, l'opérateur va prendre le Big Bag avec son palonnier qui va reposer sur notre châssis de stand de vidange Big Bag. Au niveau de la partie basse, vous allez avoir une trémie dans laquelle en fait, l'opérateur va venir délasser la sage du Big Bag. Vous avez une vanne à diaphragme qui permet en fait d'ouvrir la sage du Big Bag en sécurité et sans poussière. Donc du coup, de l'extérieur, en fait, il va venir en fait rouvrir la vanne de manière en fait à laisser le produit s'écouler dans la trémie. En partie basse, on le voit qui tourne, on a un dévouteur qui va venir en fait gaver la vis et saturer la vis en produit, parce que plus la vis est pleine, plus nous sommes précis en dosage. On a un détecteur de niveau bas en partie basse de la trémie. S'il est découvert par le produit, la table sur laquelle est reposé le Big Bag va venir se mettre à vibrer pour favoriser l'écoulement du produit. Voilà. Donc généralement, les Big Bags, plus ils ont tendance à se vider, plus ils vont avoir tendance en fait à s'affaisser sur eux-mêmes. Donc le stand est menu de verres à gaz qui vont venir en fait pousser le Big Bag vers le haut pour maintenir tendu la sage pour venir maintenir tendu le Big Bag de manière à favoriser l'écoulement du produit. Voilà sur la partie Big Bag. Ensuite, pour des plus grosses consommations, on va plutôt stocker du coup le produit en silo. Et généralement, partie basse sur le sorbate micro, nous allons mettre, donc là c'est une installation classique avec un silo. Généralement, pour éviter les phénomènes de voûte, sur la partie conique qu'on voit ici du silo, nous avons développé en fait une technologie avec une turbine avec 5 niveaux de pales qui vont venir en fait tourner dans le cône du silo. Donc plus il y a de produits, plus en fait les aubes vont s'enrouler autour du moyeu, et moins il y a de produits, plus elles vont venir se déployer pour venir en fait racler au plus près du cône et éviter les phénomènes de voûte. Donc ensuite le produit va venir tomber dans ce qu'on appelle le corps du dévouteur en fait, qui est bridé directement en fait en partie basse du silo. Là, le travail n'est pas fini puisqu'en fait on va avoir en fait 2 bras de gavage qui vont venir en fait forcer le produit à rentrer dans la vis de manière à toujours avoir ce souci de gavage de la vis et qu'elle soit toujours pleine à 100% de manière à garantir une précision de dosage. Donc ensuite, on est capable en fait de définir un débit au niveau de la vitesse de la vis et de sa taille de manière en fait à pouvoir doser le sorbate micro et à venir du coup l'injecter jusqu'à notre point d'injection. Voilà. Ça c'est vraiment sur la partie basse du silo pour extraire le sorbate micro du silo et pouvoir le doser. Nous allons maintenant passer sur la partie transport. Où là, c'est une installation à peu près classique, comme vous devez avoir sur vos usines. On va avoir un silo qui est sur jupe. En partie basse, on va retrouver notre dévouteur qu'on vient de voir. Sous un même silo, on peut aller jusqu'à 4 départs en fait, simultanés, avec en fait 4 dispositifs de soufflage en fait, avec un ventilateur. Donc ici, en fait, en partie basse, du coup, sous le silo, on va avoir le ventilateur qui va nous générer en fait, de l'air qui va venir en fait, du coup, transporter le sorbate micro jusqu'au point d'injection. Nous allons créer une sorte de boucle PID de manière à ne pas dépasser une certaine vitesse au niveau du transport. Et ici, on va avoir toujours notre vis en fait, de dosage qu'on a vu tout à l'heure, qui va venir en fait doser notre sorbate micro. Et ensuite, avec l'air, nous allons venir chercher le bout de notre vis et emmener le sorbate micro jusqu'en fait au point d'injection. Et là, au niveau du point d'injection, on va le voir, on a une canne d'injection qui va pénétrer à peu près d'un tiers en fait dans la veine gazeuse, dans la gaine de fumée. Et nous allons mettre en fait dans cette canne un percuteur de manière en fait à éviter les accumulations de produits. Donc, il va venir en fait taper de temps en temps pour justement, comme je le disais, éviter les accumulations de produits. Une vanne guillotine qui va permettre, du coup, quand on ne se sert pas de l'installation, d'éviter d'avoir un retour d'air ou d'aspirer inutilement à travers tout le réseau. Voilà. Donc, du coup, ici, la canne est biseautée de manière en fait à pouvoir, pulvériser le produit dans la gaine et avoir le meilleur contact possible entre le sorbate micro et le flux de fumée. Voilà sur notre petite présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui. Comment
Jamel, bonjour. Oui, Comment bonjour. bascule-t-on d'une installation classique munie d'un fond vibrant à une installation équipée d'un dévoûteur? Ça, c'est assez facile, on le fait assez régulièrement, parce que c'est vrai que sur les anciennes installations, on va avoir un petit peu ce type d'équipement directement sous le silo, qui n'est pas forcément adapté sur des produits comme le Sorbacal Micro, qui va avoir plutôt tendance à tasser le produit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ici, en partie basse du cône du silo, en fait, on va venir mettre en fait, ce qu'on appelle un cône de rattrapage, hein, comme ceci. En fait, c'est le même silo hein, qu'on a adapté. On va venir mettre un cône de manière en fait, à pouvoir rentrer notre dévoûteur en fait, à l'intérieur de manière à extraire le produit de façon continue avec notre dévoûteur. Voilà. Et éviter justement, toujours dans ce souci d'éviter de tasser le produit. Donc c'est une modification qui est assez simple, hein, parce qu'on peut le voir avant. En fait, on a le fond vibrant qui était comme ça, directement en fait, bridé sur la partie basse du silo. On a tout simplement mis un cône, notre dévoûteur. Et là, du coup, on avait amélioré l'installation en mettant 3 départs, 2 en fonctionnement et une 3e ligne en secours. Voilà, donc voilà sur cette partie-là. Et finalement, quelles sont les différences entre les installations de dosage de chaux, de charbon actif et de Sorbacal Micro? Chaux et Sorbacal Micro, c'est exactement les mêmes installations. On n'a pas tellement de différence entre les deux. Par rapport à une installation de charbon actif, c'est surtout le coût, parce qu'on va avoir une augmentation du coût du fait de la TEX et de la certification ATEX qui va être de l'ordre de 20 à 30% par rapport à une installation de chaux de Sorbacal Micro. Voilà. Donc on doit prévoir des moteurs qui sont ATEX, des détecteurs, on a des vitesses de rotation à respecter pour éviter justement de créer une étincelle. On a pas mal de choses à prévoir en plus, voilà. Donc plus toute une liaison équipotentielle de manière à mettre l'installation à la terre aussi. Donc voilà, donc, grosso modo c'est à peu près la même chose. Entre la chaux et le Sorbacal Micro, les installations sont relativement similaires. Dans un cas c'est de l'argile et dans l'autre cas c'est de la chaux. Donc on n'a pas de réels écarts financiers entre les deux installations. Ok, et alors une dernière petite question avant d'enchaîner. Recommandez-vous des systèmes de massage sur les stands Big Bag? Pas sur le Sorbacal Micro, on n'en a pas besoin. Sur d'autres produits, on peut en avoir besoin. Sur le Sorbacal Micro, c'est quand même un produit qui s'écoule relativement bien. En Big Bag, on n'a pas besoin de recourir à ces produits-là. Voilà. On l'a dans notre gamme. On a aussi dans notre gamme en fait, de stand d'étanche Big Bag, on a aussi des massages en fait, pour venir en fait, masser le côté du Big Bag de manière à favoriser l'écoulement du produit. Mais sur les installations qu'on a déjà réalisées en Sorbacal Micro, on n'en a pas eu besoin. Donc voilà. Merci. Nous transmettrons les autres questions du chat à Jamel concernant ce sujet-là. Merci beaucoup, Jamel. Merci beaucoup, Jamel. Effectivement, comme on l'a vu, possibilité d'utiliser la Sorbacal Micro sur des installations neuves avec des installations non ATEX ou d'utiliser le Sorbacal Micro sur des installations existantes. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur plusieurs sites qui ont choisi la solution Sorbacal Micro avec nous. Nous allons d'ailleurs vous montrer quelques exemples d'applications avec Sébastien Blanc, qui fait partie de notre Customer Technical Support. Sébastien, tu vas pouvoir nous montrer un petit peu quelques retours d'expérience? Absolument. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Voilà, l'idée c'est le Sorbacal Micro. On le lance officiellement cette année, mais ça fait déjà depuis 2 ans qu'on réalise des essais chez des clients. Et l'objectif ici, c'était de partager avec vous 2 retours d'expérience de clients actuels qui ont accepté qu'on communique avec eux sur les performances que l'on a obtenues. Donc le premier exemple qui était notre tout premier essai, on l'a réalisé sur l'UVE de Mainvilliers. C'est un UVE qui est opéré par Chartres Métropole. C'est un site qui a un traitement 3 quarts sec, donc pulvérisation de lait de chaux et injection de chaux en bois sèche. Et historiquement, le site utilisait de la Sorbacal Micro 4099. Donc, comme l'a indiqué Jérôme, c'était un produit composé uniquement d'argile.
Et dans la perspective du BREF et des nouvelles réglementations vis-à-vis du mercure, le client justement souhaitait anticiper cette évolution de réglementation. Donc on a simplement basculé d'un réactif sur l'autre. Donc comme vous l'avez vu dans la présentation de Jean-Pierre, on est dans les très très bonnes conditions, on est à 160 degrés, donc on n'a pas fait varier le dosage du réactif. On est à 2,2, 2,4 kg/h, donc ça fait environ 0,3 kg, 0,33 par kilo de déchets. Et en fait, on a validé les performances du réactif au travers d'un contrôle réglementaire. Donc voici les résultats. Pour le mercure, méthode classique, 3 fois 1 heure de mesure. On a profité de cette campagne aussi pour faire des mesures amont pour estimer le taux d'abattement. Donc, comme vous pouvez le voir, on était très en dessous des 20 microgrammes par normomètre cube au niveau du mercure, avec des variations quand même sur 3 fois 1 heure, un peu plus avec les écarts assez notables au niveau du mercure, sans toutefois avoir eu des gros pics. Et au niveau des dioxines, on a mesuré l'amont, on a essayé de mesurer l'aval, on n'a pas détecté de dioxines lors du contrôle réglementaire, donc on avait d'excellentes performances. Le client était très satisfait de ses résultats et Chartres Métropole consomme notre réactif depuis l'été 2018. Donc ce premier essai nous a permis justement sur on va dire un contrôle spot de bien voir l'efficacité du réactif, mais l'idée aussi était de pousser la réflexion un peu plus loin et de faire un essai plus long terme avec le suivi en amont et en aval du mercure. C'est ce que nous avons eu la possibilité de faire sur l'unité de valorisation de Reims, qui est opérée par Veolia. Donc on est sur 2 lignes d'incinération qui ont un traitement sec avec de la sorbacale SPS. Le débit nominal de l'incinérateur 6 tonnes 5, mais du fait du PCI plus élevé des déchets, on tournait un petit peu moins. On a travaillé avec un dosage quasi fixe de sorbacale micro 5099, de l'ordre de 0,9 kg par tonne de déchets. Et on mesurait le mercure en amont avec la spéciation et le mercure total en aval avec des analyseurs SM4 d'NV1. Donc voici le schéma de l'installation. Donc sortie chaudière, mesure du mercure, injection de sorbacale espèce, sorbacale micro 5099 avant le filtre à manche qui opérait à cette époque-là un petit peu en dessous des 200 degrés, une SCR et la cheminée avec la mesure du mercure après la SCR. On a donc fait cette campagne sur 1 mois, donc on a isolé 2 graphes pour vous montrer un petit peu les résultats qu'on a eus. Donc bleu foncé, mercure total, bleu clair, mercure ionique en amont. On voit que on a quand même des variations assez notables au niveau du mercure en entrée. Là, l'échelle, c'est 0,900 microgrammes par normomètre cube. On constate également, comme l'a indiqué Jean-Pierre, qu'une très grande majorité du mercure total mesuré en amont est sous forme ionique. Et on peut observer que donc, sur cette journée-là, malgré des pics assez importants sur la journée, les émissions qui sont la courbe noire sont très en dessous de la VLE actuelle de 50 microgrammes par normomètre cube. On a également aussi choisi un autre graphe où on observe lors de cette journée un pic de mercure qui semble être un pic conjoint mercure élémentaire et mercure ionique. Et on observe à ce moment-là qu'on a peut-être un peu moins de captation du fait de la nature élémentaire du mercure quand il passe au travers du filtre à manche. Néanmoins, on a eu de très très bons résultats sur tout le mois. On a ici les résumés, les moyennes jours en amont, ionique amont, et en aval de mercure. On voit que sur le mois, on était à une moyenne de 12 microgrammes. On flirte quasiment à 100% du temps avec le respect de la VLE à 20 microgrammes par normomètre cube. Ce qui est aussi important, c'est de noter qu'on n'a déduit aucun intervalle de confiance sur ces mesures. Donc, si on appliquait la règle des 40%, on serait conforme 100% du temps. Autres enseignements, on constate que, comme l'indiquait Jean-Pierre, la grande majorité du mercure est sous forme ionique, plus de 85% si on prend les données totales. Si on neutralise les quelques pics amont de mercure élémentaire, on est à plus de 90%.
Et on a remarqué, certains jours, justement, on était un petit peu au-dessus des 20 microgrammes, qu'on avait des émissions un peu plus importantes qui semblaient être liées à une augmentation de température de la SCR, qui est une SCR froide, qui opère en dessous de 200 degrés. Et de temps en temps, on augmentait un petit peu la température. Et généralement, ça s'accompagnait de mesures de mercure un peu plus importantes en cheminée. Alors, c'est une hypothèse de la désorption du mercure accumulé sur la SCR. Et c'est quelque chose qui doit encore être étudié sur d'autres sites. Dans les conditions opératoires du site, 0,9-0,8 kg de réactifs par tonne de déchets correspond à un taux de traitement de l'ordre de 120-140 mg par normomètre cube. On le précise parce qu'on pense quand même que la régulation aussi du réactif par rapport au début de fumée sera quelque chose d'important par la suite. Ce sont des retours d'expérience de clients, mais on continue de travailler sur le référencement du produit. Mais mon diaporama ne veut pas avancer. Voilà. Donc, depuis fin d'année dernière, début de cette année, on a lancé plusieurs validations en cours avec différents opérateurs. On travaille notamment aussi avec Suez sur un dossier. Donc là, pas encore de résultats définitifs, mais c'est vous montrer les différents scénarios qu'on étudie. Et on cherche justement à essayer de couvrir différentes conditions opératoires. Donc, le premier site sur lequel on a un traitement sec des polluants acides avec du bicarbonate de sodium, on utilise de la Sorbacal Micro 5099. On est dans des conditions plutôt chaudes, puisqu'on a un filtre à 210 degrés. On a commencé à accompagner le client pour modifier le point d'injection du réactif qui nous semblait, selon nous, un peu trop élevé. Donc, on l'a passé de 300 à 220 degrés. On a fait plusieurs contrôles, plusieurs mesures dioxine et de mercure. Taux de traitement, malgré la température, 0,6-0,8 kg par tonne de déchets. Donc, c'est très intéressant. Et on constate que dans ces conditions, plus de 95% des valeurs des dioxines est inférieure à 20 picogrammes par normomètre cube. Donc, au niveau des dioxines, on est très, très serein. Et au niveau du mercure, on avait des moyennes de l'ordre de 30-35 microgrammes par normomètre cube. Mais attention, aucune régulation du réactif pour gérer les pics et aucun intervalle de confiance. Donc, des résultats encourageants sur lesquels on continue de travailler. Ensuite, un site à la chaux également, traitement sec avec des températures plus élevées au niveau du filtre. Là, on dose actuellement à 0,8 kg par tonne de déchets. Premier résultat également de dioxine très très intéressant, puisqu'on est inférieur à 50 microgrammes. Un contrôle réglementaire de mercure qui était fait il y a quelques temps, on est largement en dessous des 20 microgrammes. Donc les essais se déroulent bien et on poursuit la collaboration avec le site. Pour rebondir un peu sur une question du chat, on en discutera en particulier. On a également un site sur lequel on fait des essais avec de la recirculation. Donc, généralement, les sites avec recirculation sont les sites avec des températures plus basses. Donc là, on retrouve un peu le même type de dosage que l'on avait à Mainvilliers, donc de l'ordre de 0,3-0,4 kg par tonne de déchets. À savoir que la Sorbacal Micro est utilisée dans d'autres activités comme des fonderies sur lesquelles on a des filtres avec des taux de recirculation. Donc, on n'a aucune crainte quant à l'impact des argiles de l'argile sur l'usure des manches. Et enfin, un dernier site où voilà, on est avec du bicarbonate, mais à des températures un peu plus basses au niveau du filtre, où on dose du Sorbacal Micro sur une plage de données, plage de débit un peu plus large pour voir son efficacité. Et sur ce site, on a des mesures en continu du mercure en cheminée. Donc, on est en train d'exploiter les données pour tirer les conclusions. Et voici pour la partie retour d'expérience terrain industriel. Merci beaucoup, Sébastien. Pas de questions spécifiques, tu as déjà répondu à la plupart des questions qui étaient posées et les autres seront traitées en parallèle. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Sébastien fait partie du CTS. Le CTS, c'est notre Customer Technical Service. C'est le support technique en clientèle. C'est un service qui est constitué de 8 ingénieurs et techniciens et dont la mission est de justement accompagner, que vous soyez utilisateur ou que vous soyez bureau d'études, vous aider à accomplir les chiffrages, les études, les CFD, les calculs nécessaires avant d'envisager la mise en œuvre d'un réactif comme le Sorbacal Micro. C'est également un service qui permet de mettre en place des essais de réactifs et de suivre ces essais comme ceux qui ont été présentés aujourd'hui par Sébastien, ainsi que de procéder aux analyses et aux mesures de performance. Alors,
Si vous souhaitez vous aussi continuer à échanger avec nous sur la problématique captation des mercures et que vous êtes intéressé par les solutions Sorbacal Micro, sachez que nous sommes une équipe déployée sur toute la France avec le service Customer Technical Support et également une équipe commerciale qui est régionale et un service administration des ventes aussi qui est local déployé par grande région. Avec ces équipes, nous serons très heureux d'étudier avec vous justement la performance économique même du réactif, puisqu'à un moment donné, il faut en parler, la performance économique du réactif par rapport à des solutions, soit que vous envisagez, soit que vous utilisez déjà. Donc n'hésitez pas à nous appeler, on sera très content de pouvoir poursuivre en fait cet échange avec vous. Sachez également que nous vous donnons rendez-vous avec l'Ouest Western Europe pour un webinaire prochain qui se déroulera le 28 avril 2021 en anglais et dont la thématique sera le traitement des fumées en général, traitement des acides et traitement des micropolluants. Vous pouvez aussi nous joindre sur le site sorbacal.com pour nous poser vos questions. Et toute l'équipe sera ravie de continuer à vous accompagner. Il me reste à remercier l'intégralité des participants, Jean-Pierre Huet, Jamel Idoualouina, David Saturnino, Sébastien Blanc, et également les partenaires qui ont accepté que l'on présente aujourd'hui les résultats que l'on a eus avec eux. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir été si nombreux à nous suivre aujourd'hui. C'est un plaisir d'organiser ces journées avec vous. Ça m'a fait très plaisir de voir vos noms sur la liste des participants. Il y a un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé à la suite du webinaire. Si vous voulez prendre quelques minutes pour y répondre, ça nous permettra de continuer à faire tourner la roue de l'amélioration continue pour le prochain webinaire. Donc, nous sommes très impatients d'avoir votre feedback sur le sujet. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée.